Début des années 60, collège de Merrick, de Long Island, New York. Ben et Jerry se rencontrent. Non Ben, tu t'arrêtes pas. Allez, plus que 12 minutes. C'est bien, Cassandra. Continue comme ça. Jerry, c'est pas vrai. Elle est où ta tenue de sport? Si je te vois comme ça au cross du collège, je te colle une retenue. Allez, on accélère. Madame, s'il vous plaît. Je n'en peux plus. Je peux m'arrêter. Ah non, tu vas pas recommencer ton cirque. Commence par venir avec tes affaires et des chaussures adaptées. Tu verras, ça ira beaucoup mieux. Si t'es confort, le sport, c'est t'en veux encore. Jerry? Eh oui, Jerry vient de s'évanouir au pied de son professeur de PS. Aujourd'hui, je vous emmène sur les pas de l'aventure de Ben Cohen et Jerry Greenfield, les fondateurs de Ben & Jerry's, la marque de glace. Deux fondateurs qui ont fait de l'engagement social un pilier, mais qu'ils paieront à la fin. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Broin et ce podcast est produit par Inspire Média. Unis dans l'adversité, Ben et Jerry sympathisent en cours de PS parce qu'ils sont tous les deux incapables de courir 1 kilomètre en moins de 7 minutes. Aussi parce qu'ils sont tous les deux en surpoids et subissent les mêmes railleries et discriminations. Plus tard, Ben quitte l'université et se consacre à la poterie. Mais sans succès, ses œuvres ne se vendent pas. De son côté, Jerry est technicien de laboratoire et s'échine à entrer en école de médecine. Sans succès non plus. Tu crois pas qu'on devrait, je sais pas, genre monter un business? Ouais. Quoi, par exemple? Non mais sérieux, je veux pas qu'on prenne notre vie en main. Faut juste trouver un bon concept. Mec, c'est simple. Notre obsession, c'est la bouffe. Alors faut se lancer dans l'alimentaire. Mais grave, genre des chips? Non, des bagels plutôt. C'est ainsi que Ben et Jerry décident de s'associer et se lancent dans le commerce des bagels. Mais réalisent vite que les équipements nécessaires sont bien au-dessus de leur budget. Ce qui est moins cher, c'est la crème glacée. Comme les deux jeunes hommes n'y connaissent rien, ils prennent des cours par correspondance et obtiennent grâce à ça un manuel qui les aide à se lancer. Côté business, c'est a priori la même chose. Leur connaissance en la matière avoisine le zéro. Pour pallier ça, ils commandent une série de brochures imprimées par la Small Business Administration. Dans ces documents assez généralistes, ils apprennent à déterminer un chiffre d'affaires pour atteindre un seuil de rentabilité, à gérer des comptes, et c'est ainsi que tout commence. Avec 8 000 $ en poche provenant d'un prêt bancaire et de leurs parents, Ben et Jerry se mettent au travail et transforment une station-service de Burlington dans le Vermont en atelier. L'idée de base, c'est de jeter des bonbons, des noix ou autres confiseries dans un mélange de crème glacée chocolat ou vanille. Et pour l'époque, c'est très novateur et surtout, c'est délicieux. Nous sommes alors en mai 1978 et Ben et Jerry n'ont que 27 ans. Jerry s'occupe de créer les parfums avec son odorat très développé, pendant que Ben, brillant marketeur, s'occupe de vendre. Malgré leur effort et la qualité de leurs produits, les deux amis ne décollent pas. Après 3 ans de vente de glace, le travail acharné finit par payer. Le magazine Time publie un article titré « Ben et Jerry's fabriquent la meilleure crème glacée au monde ». Un article qui transforme leur vie. Certes, l'article du Time est avantageux et booste leur visibilité. Mais Ben et Jerry ne sont pas naïfs et savent bien que les superlatifs décernés par le prestigieux magazine ont servi à en faire mousser d'autres. Et notamment le principal concurrent, Häagen-Dazs. Cette autre marque bien connue se donne des airs haut de gamme avec un nom faussement scandinave et une image léchée.
Regarde-les, ils sont même pas suédois. T'inquiète, Jerry, ils me font pas peur. Bah moi, si. On dirait Chanel qui fait des cornettos. C'est hyper classe. Mais pas du tout, c'est du bullshit. Nous, on fait pas dans le luxe, on s'en fiche. Nos glaces, elles sont simples, naturelles et populaires. Et Ben a raison. Ce qui plaît, c'est leur marketing sans fioriture qui présente deux gars à lunettes chevelus, bien enrobés, sympas et qui ressemblent à des villageois tout droit sortis des années 60. Allez, la preuve. En 1985, les ventes du premier semestre atteignent les 3,6 millions de dollars. Leurs glaces dites super premium plaisent aux Américains car elles sont fabriquées avec des produits naturels et beaucoup de matières grasses. Le succès est total. Pourtant... Génial cette petite marche. Je connaissais pas cet itinéraire. J'adore. Ouais, t'as vu, c'est sympa, hein. Mais ça va, t'es fatigué, tu veux t'asseoir? Non, c'est bon, Écoute, en fait, je voulais qu'on discute. Ok, je t'écoute. Tu sais Ben, je t'aime beaucoup. J'admire ton enthousiasme, ton énergie, ton courage aussi. Mais tu vois, je crois que j'aspire à autre chose. À une vie plus calme, plus ordonnée. T'es en train de me dire quoi là? Tu veux partir? Pas exactement, je veux pas te lâcher. Mais j'aimerais être membre du conseil d'administration et ne travailler plus que comme consultant. Prendre du recul, quoi. Ben n'est pas ravi, mais respecte la décision de Jerry et poursuit l'aventure à la tête du navire. En 1983, Ben conclut un accord pour commencer à vendre des pintes de glace dans les magasins de détail du nord-est des États-Unis. Puis, le 26 avril 1984, la société Ben & Jerry fait sa première offre d'action. La société entre en bourse, mais ne se vend pas pour autant en grand capital. Elle reste fidèle à ses valeurs initiales, elle reste populaire. Donc, la bourse oui, mais seuls les résidents du Vermont peuvent acheter des actions. Cette prise de risque est un véritable succès et l'année suivante, Ben & Jerry's ouvre une usine. Il y a presque une centaine d'employés dans cette usine et Ben est forcé de déléguer. Il recrute alors des directeurs pour diriger les ventes, les opérations et même le personnel. Mais rapidement, l'usine devient trop petite, alors il faut construire des annexes. Les glaces se vendent à tour de bras dans tous les États-Unis. Ben croule sous le travail et les responsabilités. Oui, allô, bonsoir? Ben, c'est moi, c'est Jerry. Ah, salut mon vieux. Y'avait bien que toi pour m'appeler à une heure pareille. Écoute, j'ai réfléchi. J'ai envie de revenir à la tête de la boîte avec toi. On a commencé à deux, on finit à deux. Ben & Jerry, c'est toi et moi, ensemble, main dans la main. Le retour de Jerry sur le devant de la scène marque l'avènement de l'âge d'or pour la société. Les ventes plafonnent à 48 millions de dollars, avec 250 employés en 1986. Ben & Jerry's, forte de son succès, ne se fait pas que des amis. Häagen-Dazs se sent menacé et tente d'ailleurs plusieurs fois de mettre sa concurrente à terre, mais rien à faire. Les deux amis sont coriaces. C'est surtout parce que le business n'est pas leur obsession. Ils portent des valeurs sociales et c'est pour ça que les gens les aiment. Ben & Jerry se sent investis d'une mission qui va bien au-delà de l'argent. La mission de l'entreprise se divise en 3 grandes idées. Ben & Jerry veulent fabriquer la meilleure crème glacée du monde. Première idée, participer à un changement social progressif. Deuxième idée, et rémunérer équitablement les employés et les actionnaires. Troisième idée. Alors, ce sont de beaux principes que beaucoup partagent, mais qu'il est aisé d'abandonner, surtout quand l'argent et la concurrence s'en mêlent. Pourtant, Ben & Jerry's, l'entreprise est restée fidèle à ses principes. Dès le début, les deux amis s'engagent dans l'économie et l'environnement du Vermont. L'idée, c'est d'aider les habitants à vivre tout en produisant localement. Tous leurs fournisseurs vivent et travaillent dans le Vermont. Mais ils ne s'arrêtent pas là.
Bonjour à tous et à toutes. Nous vous avons réunis aujourd'hui pour vous annoncer de nouvelles décisions que nous avons prises pour atteindre plus de justice sociale. Nous sommes heureux de vous annoncer la création de la Ben & Jerry Foundation, qui n'est autre qu'un programme de subvention pour les initiatives locales. Et nous avons doté cette organisation de 850 000 $. La société est l'une des premières à adopter des politiques telles que le versement d'un salaire de subsistance, la publication de bilans de performance sociale et environnementale. Toutes ces initiatives, en plus d'être louables, jouent en la faveur de Ben & Jerry's, dont on parle de plus en plus dans les médias. Ben annonce également que la société va suivre un ratio salarial de 5 pour 1, ce que les ouvriers adorent. Autrement dit, le salaire le plus élevé ne dépassera jamais plus de 5 fois le salaire le plus bas. Tout le monde, cependant, n'est pas tout à fait de cet avis. Mais écoutez-moi, je vous en conjure. J'enseigne le commerce depuis 33 ans, je sais de quoi je parle. Merci pour vos conseils, mais nous allons devoir écourter l'entretien. On a beaucoup de travail. Ben, vous avez perdu la tête, 5 contre 1, mais c'est de la folie pure. Vous savez, monsieur, cette usine, cette entreprise, c'est un laboratoire d'innovation. Quand on voudra faire comme tout le monde, on vous rappellera. Rien n'arrête les deux amis. Ils ont créé une véritable entreprise verte, axée sur l'éducation environnementale. Le bus de la boîte est équipé de panneaux solaires, le lait utilisé pour la glace ne contient pas d'hormones, les déchets sont recyclés et l'eau est économisée. Très influents et réputés pour leurs engagements, les deux compères prennent même des positions politiques. Oui, politiques. Ils lancent la campagne 1% pour la paix. L'idée est de consacrer 1% du budget du ministère de la Défense aux échanges culturels et économiques entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors 1% du budget, à l'époque, ça veut quand même dire 4,2 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, une somme qui peut vraiment changer les choses. De telles prises de position peuvent porter préjudice, mais Ben & Jerry s'en fichent. Selon eux, risquer de poursuivre la course aux armements est bien plus dangereux que la santé de leur entreprise. Le 31 décembre 1990, ils s'opposent aussi officiellement à l'invasion du Koweït par les États-Unis. Les valeurs fondamentales de Ben & Jerry sont inébranlables. Ils se méfient de Wall Street et des grandes entreprises. Ils rêvent d'un monde où profit et justice sociale peuvent s'accorder ensemble. Avec leurs quelques 350 salariés, leurs engagements sur l'environnement et leurs excellentes glaces, on peut dire qu'ils ont réussi. Jusqu'à ce que le rêve prenne fin, jusqu'à ce que la triste réalité les rattrape, jusqu'à ce que la mission sociale l'emporte sur le business. Nous sommes en 1992. Les ventes de l'entreprise sont de 132 millions de dollars avec 446 employés et 95 magasins de glace. Et voilà que l'erreur se produit. Une nouvelle usine est construite et coûte 3 fois plus cher que prévu. Suite à cet événement, la pression financière augmente. Alors, fait intéressant, pendant que l'empire financier de Ben & Jerry décline, les contributions sociales de l'entreprise sont de plus en plus importantes. Ben, le conseil d'administration à l'appareil. Je prends. Oui, allô ? Ben, j'ai sous les yeux le rapport annuel de la société. Et je ne vous cache pas qu'il est alarmant. Je vous écoute. L'action a chuté de près de 50% par rapport à son sommet, à cause de la baisse des résultats financiers. Oui, bon, ça je sais. Et après ? Ce n'est pas une donnée à prendre à la légère. À présent, certains investisseurs font valoir que la mission sociale de l'entreprise est un luxe et qu'elle ne peut plus durer. Merci, c'est encore moi le patron. Désespéré, le conseil d'administration trouve un nouveau PDG pour apporter du sang neuf. Il s'agit de Bob Holland, mais la collaboration avec Ben est de courte durée.
Il ne comprenait rien aux valeurs de Ben & Jerry's. Il obtient ses données des supermarchés alors que nos clients achètent dans des magasins familiaux. Il vivait dans un monde fantasmé. Le remplaçant de Bob s'appelle Perry Hodak et a lui aussi une vision commerciale très loin de la culture de Ben & Jerry. Au cours de l'été 1999, Perry annonce au conseil 3 mauvaises nouvelles. Premièrement, Dreyers, qui était un potentiel acheteur de la boîte Ben & Jerry's, annonce le lancement de Dreamery, sa propre marque super premium. Deuxièmement, Unilever développe aussi sa propre crème glacée super premium. Et pire que tout, Nestlé et Dreyers deviennent les copropriétaires d'une nouvelle entreprise, Ice Cream Partners, qui détient les droits exclusifs de production et de distribution de Häagen-Dazs. Autrement dit, le plus gros concurrent de Ben & Jerry's. Suite à ça, Perry Hodak sait ce qu'il doit faire. Ben, on n'a plus le choix. Il faut vendre la boîte à Dreyers ou à Unilever. C'est absolument hors de question. Le temps des négociations est venu. Goldstein, le patron d'Unilever, sait que Ben & Jerry's n'a plus de valeur sans ses 2 leaders charismatiques. Alors, il les invite pour discuter. Je sais ce que vous croyez. Vous pensez que je viens voler votre empire, mais il n'en est rien. Je viens pour l'épouser. Et vous croyez que comme ça, on va vous faire confiance? On dirait bien que vous n'avez plus vraiment le choix maintenant. On a toujours le choix. Qu'est-ce que vous proposez? Signez l'accord de vente. Le prix à payer pour conserver votre bébé est bien trop élevé pour vous. C'est pas une proposition. Quelles sont nos options? Ok, on va signer. Par contre, je veux un conseil d'administration indépendant avec suffisamment de pouvoirs légaux pour maintenir la mission sociale et la qualité de nos produits. Ah. C'est très inhabituel. D'habitude, quand j'achète une entreprise, je l'achète entièrement. C'est fini maintenant. Inutile de se battre. Vous avez perdu. Nous avons échoué parce que nous avons réussi. Finalement, la vente a lieu. C'est très dur pour les 2 amis. Après plus de 20 ans en tant qu'entreprise indépendante, Ben & Jerry's devient une filiale à part entière d'Unilever. Ben sort de l'accord avec 41 millions de dollars. Jerry obtient 9,5 millions de dollars. Pourtant, pour Ben & Jerry, ces dates restent gravées dans leur mémoire comme le pire jour de leur vie. Ils ne veulent plus jamais en parler. Quelques mois après la conclusion de la vente, Ben subit un quadruple pontage cardiaque. Suite à ça, il prend une année sabbatique. Unilever offre à Ben & Jerry des sièges au conseil d'administration après la vente, mais ils ne les prennent pas. De loin donc, les 2 amis assistent impuissants au démantèlement de la culture de leur entreprise. Les missions sociales ne sont plus tenues et les salariés sont devenus discrets et craintifs. On est loin de l'effervescence et de l'enthousiasme des débuts. Alors, quel enseignement tirer de tout ça? Que les idéaux ne peuvent jamais l'emporter? Que l'argent et le pouvoir gagnent toujours? Que le business est plus fort que le social? Peut-être. Et pourtant, Ben l'a dit, ils ont perdu parce qu'ils ont réussi. L'empreinte sociale et l'image de paix qu'ils ont laissée sont indélébiles. Ils n'ont jamais renoncé à leurs convictions et ont toujours cru en la possibilité d'un autre monde. Et c'est vrai, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des choix, il y aura toujours d'autres mondes possibles. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous
au prochain épisode.